Alors pour entamer ma conférence, j'évoquerai une exposition qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal, donc tout à côté, en 1991, qui s'appelait comme celle d'aujourd'hui, un Paris Haussmann, mais il y avait un sous-titre qui était Le Paris d'Haussmann. Et cette exposition, qui s'est tenue donc en 91, était sous la direction scientifique de Pierre Pinon et de Jean Descartes. Et on peut dire qu'elle a participé au renouveau de l'intérêt porté sur la transformation de Paris sous le Second Empire. De quel Paris s'agit-il? Celui de la modernisation de la capitale, qui a suscité des réactions extrêmement hostiles de la part des opposants au régime, et en particulier des républicains. On connaît bien les diatribes lancées par Jules Ferry à l'occasion des élections de 1869 et rassemblées dans un ouvrage au titre fameux, Les Contes fantastiques d'Haussmann. Jules Ferry regrette, je cite, un Paris historique et penseur, artiste et philosophe, où il existait des groupes, des voisinages, des quartiers, des traditions, où l'expropriation ne troublait pas, à tout instant, les relations anciennes et les chères habitudes. La conviction des opposants est en effet que l'ampleur des travaux a conduit à la disparition d'un Paris, du vrai Paris. Dans l'ouvrage qui a été publié pour l'exposition universelle de 1867, Paris Guide, et qui se présente donc comme le guide officiel, et qui rassemble pourtant des contributions de sommités pour la plupart hostiles au régime, avec une préface de Victor Hugo, il y a un texte d'Edmond About qui est intitulé Dans les ruines et qui décrit la contemplation qu'une honorable famille d'artisans fait du vide créé par sa maison détruite. Leur tristesse est partagée par une génération entière devant l'ampleur des démolitions. Je cite, « Cette fange des pauvres quartiers n'était-elle pas autrefois un engrais de civilisation? Les plus beaux fruits de l'industrie parisienne ne sont-ils pas sortis de ce fumier ?» Pour vous confirmer cette vision qui est assez traditionnellement connue, j'évoquerai deux caricatures. D'abord celle d'Haussmann transformé en castor. On voit facilement l'image dont il s'agit dans cet ouvrage qui s'appelait La ménagerie impériale. Et puis cette seconde image d'Haussmann qui est peut-être encore plus polémique, où on le voit avec la pioche, donc pour la destruction, la truelle pour la construction, mais vous voyez qu'il a un bras sur le coffre-fort, qui est sans doute effectivement l'élément important de cette caricature. Donc à cette appréciation négative peut être opposée l'argumentation qui est celle que développe Napoléon III, inaugurant le boulevard de Sébastopol et que on a repris en partie dans l'annonce de la conférence. Il fallait former des artères favorables au développement de la ville en rapprochant le centre des extrémités. Nous verrons ainsi chaque année de grandes artères s'ouvrir, les quartiers populaires s'assainir, les loyers tendre à s'abaisser et Paris répondre ainsi de plus en plus à sa haute destination. On reconnaît bien là les accents saint-simoniens de la politique impériale et qui ont inspiré en fait l'ensemble des opérations. Le Paris, c'est tout d'abord l'ampleur des travaux. 95 km de voies nouvelles dans l'ancien Paris, des 12 arrondissements, donc compris à l'intérieur de l'enceinte des fermiers généraux. L'enceinte des fermiers généraux, c'est à peu près les deux lignes de métro, Nation par Barbès et Nation par d'Enfer. 70 km dans les nouveaux territoires qui sont annexés en 1860, la construction d'équipements et d'édifices publics, l'aménagement des parcs, la multiplication par 3 de l'approvisionnement en eau potable par habitant, la reconstruction des égouts, l'éclairage des rues, le renouvellement du mobilier urbain, le doublement de la surface de Paris par l'annexion de ce qu'on appelait la petite banlieue, c'est-à-dire ce territoire compris entre le mur des fermiers généraux et les fortifications, etc. Donc vous voyez, une rupture tout à fait fondamentale et essentielle de ce qu'est Paris. Le Paris, c'est aussi le récit qu'Haussmann mène lui-même dans ses mémoires, qui sont publiés en 1890 en 3 volumes distincts, le second étant écrit après, le premier, pardon, étant écrit après le second, et qui comprend ainsi un avertissement, je vous le lis, ce ne sont pas à proprement parler des mémoires, c'est-à-dire des notes recueillies au jour le jour,
ce sont des souvenirs évoqués à distance. La distance, elle est presque d'une vingtaine d'années par rapport aux faits. Et je poursuis la réflexion d'Haussmann, favorable à la réflexion et à l'impartialité, et là je pense qu'on peut en douter, plaçant ainsi son ouvrage dans la série globale de sa justification, et donc de la justification de ses travaux, alors même que l'œuvre qu'il a accomplie est poursuivie de la même manière par la Troisième République et que la plupart des contemporains ont disparu. Or, les mémoires d'Haussmann ont constitué pendant très longtemps les seules références utilisées pour la connaissance de la transformation de Paris. En l'absence, on le sait, des documents qui ont brûlé dans l'incendie de l'hôtel de ville, les documents en cours et les archives qui ont donc brûlé en 1871. Aussi, s'est développé ce que l'on pourrait qualifier de vulgate à partir des travaux d'Haussmann, des mémoires d'Haussmann, pardon, mais aussi une anti-vulgate dans l'acception ou dans le refus des travaux. Et on peut dire que les chercheurs des 20-25 dernières années, donc depuis cette exposition dont je vous parlais tout à l'heure, que les chercheurs ont conduit à modifier. Donc c'est un petit peu ce renouvellement que je voudrais essayer de voir avec vous ce soir. Haussmann présente ainsi dans ses mémoires l'ensemble de ses travaux sous le terme « je régularise », ce qui est une façon de mettre en scène son intervention. Ou encore, il présente les travaux selon une forme de rationalisation en trois grands réseaux, un ensemble d'opérations, donc les réseaux, qui, a priori, le terme réseau s'applique à des percements de voix, mais c'est beaucoup plus large comme acception, et qui correspondent souvent à une autonomie de financement et à une logique urbaine qu'il s'efforce de préciser dans ses récits, pour répondre donc à ce qu'il qualifie comme étant la situation la plus grave quand il arrive à Paris, quand il arrive à la préfecture, c'est-à-dire l'état totalement dégradé du vieux Paris. Il faut ajouter une série de découvertes de documents qui étaient restés en main privée, vous le verrez tout à l'heure. Il faut aussi envisager le fait du réexamen de sources qui étaient connues, mais qui n'étaient pas forcément analysées en mettant en perspective ce qu'elles pouvaient rapporter. Il faut aussi évoquer l'intérêt qui a été porté par les historiens de l'histoire sociale aux effets de l'haussmannisation et souvent aussi à la période qui l'a précédée. Et tout cela a conduit à faire évoluer ce que l'on sait des travaux haussmanniens. C'est ce que nous allons voir ce soir en évoquant trois temps. Tout d'abord, la situation parisienne à l'arrivée du préfet Haussmann à la préfecture, donc au cours de l'été 1853. Nous verrons ensuite les enjeux des transformations de Paris, avant de passer à l'opération qui, à mon sens, est la plus importante de l'haussmannisation, qui est l'annexion de ce qu'on appelle les territoires suburbains, puisque, comme vous le savez, Paris a doublé de surface à ce moment-là. Donc, premier point important, quelle est la situation de Paris en 1853 et quelle est surtout la situation de ce désir de rénovation qui est souvent évoqué de la part de Napoléon III. Ce que l'on peut remarquer tout d'abord, c'est qu'il y a plusieurs projets qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et il est intéressant de voir qu'entre la fin de la Seconde République et le début du Second Empire, Napoléon III a préféré mettre en concurrence plusieurs projets, voire plusieurs équipes, avant de confier à Haussmann lui-même l'ensemble de cette rénovation. Et de ces trois projets, je vais évoquer avec vous trois projets. Aucun d'entre eux ne correspond au projet final qui va être mené à partir de 1858 et qui aura le soutien du corps législatif. Le prince-président, puis Napoléon III, consulte et reçoit à l'Élysée des porteurs de propositions extrêmement variés. Le premier émane de l'administration parisienne, du préfet Berger, donc le prédécesseur d'Haussmann, qui le résume dans un discours qu'il fait au tribunal de commerce, reproduit dans le journal de débat du 12 juin 1852. Et on peut supposer que c'est le projet le plus proche des idées originelles de Napoléon III. Et ce projet a été en partie validé
et en partie effectué, il a été validé selon un processus très complexe de concertation, d'enquête publique menée auprès des acteurs locaux et de représentants de diverses instances, dont le Conseil des bâtiments civils. Les décisions importantes, c'est l'ouverture des voies nouvelles, le boulevard de Sébastopol, la rue des Écoles sur la rive gauche, c'est le déplacement des halles et plutôt c'est la reconstruction des halles et en particulier la construction des halles en dur. Nous reverrons tout ça un peu plus loin. Et puis c'est aussi l'ouverture du chemin de fer de ceinture. Soit un exemple de proposition qui est d'abord basé sur les quartiers centraux et qui veut mettre à profit un désenclavement des quartiers centraux. La seconde série de projets émane de la Commission des embellissements de Paris, qu'on a aussi appelée la Commission Siméon, du nom de son rapporteur, le comte Siméon. Ces documents ont été récemment acquis par le directeur de la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, Pierre Cassel, puisqu'ils avaient été conservés dans la famille du comte Siméon et qu'ils étaient donc totalement inconnus. Donc vous imaginez cette extraordinaire découverte qui a été faite à ce moment. La particularité de cette commission, composée de personnalités proches de l'empereur, mais n'appartenant pas à la préfecture de la Seine, c'est qu'elle est constituée de conseillers qui connaissent bien Paris, mais qui sont très souvent en délicatesse avec l'administration en place, et en particulier avec la préfecture. Il s'agit des frères Lazare ou encore d'Hippolyte Ménadier. Et première donc particularité. La deuxième particularité de cette commission, c'est qu'elle suit très précisément une lettre de mission de l'empereur lui-même, qui est tout à fait explicite. La mission, je vous le disais, elle date d'août 1853 et le rapport doit être rendu en décembre 53. Donc vous vous rappelez qu'Haussmann, lui, est arrivé au mois de juin. Donc c'est même après l'arrivée d'Haussmann. Le programme, vous le voyez donc sur la diapositive, c'est un projet d'amélioration qui répond à certaines exigences. C'est d'abord dégager les gares de chemin de fer. C'est rétablir un équilibre entre la rive droite et la rive gauche. C'est prévoir un développement urbain qui aille jusqu'au pied des fortifications et qui anticipe par conséquent ce qui pourrait être une future annexion. C'est aussi des règles d'urbanisme très strictes, ne pas faire de lignes droites, ou du moins les éviter au maximum, et se conformer aux règles du prospect, le prospect étant de ne réaliser une hauteur d'immeuble en relation directe avec la largeur de la voie, et puis poursuivre les travaux qui ont déjà été entamés, comme le boulevard de Strasbourg jusqu'au quai, c'est-à-dire en fait la réalisation du boulevard de Sébastopol, Le rapport final suit très précisément ce qui correspond donc à ce programme de l'empereur et s'y ajoute également des notes discutées en sous-commission qui complètent le dispositif en évoquant l'ensemble des aménagements parisiens, donc les ports, les arrondissements, les églises, les hôpitaux, l'opéra, les parcs, et donc c'était un ensemble tout à fait passionnant. Et l'ensemble de ces documents exprime donc la volonté de Napoléon III, mais vont aussi servir de source d'inspiration pour les travaux postérieurs, et voire même comme un peu solution que Haussmann lui-même va refuser de suivre. Donc en quoi est-elle si intéressante? Tout d'abord parce qu'elle fournit un plan d'ensemble que vous voyez ici, c'est-à-dire un plan qui devrait être mené d'un coup, donc d'un seul tenant, bien que sur la diapositive, vous voyez le Paris des 12 arrondissements, donc le Paris ancien, la commission ayant à charge, vous vous rappelez, de prolonger les rues jusqu'au pied des fortifications. Mais ce plan est tout à fait intéressant et important, et vous voyez le nombre considérable de percements prévus donc par les grandes lignes bleues qui figurent ici. C'est aussi parce que ce programme correspond à une démarche très spécifique et très bien expliquée par le comte Siméon. En fait, les gens qui sont dans la commission, donc les membres de la commission, commencent par observer un plan
qui est justement le plan Andriveau-Gaujon, c'est-à-dire ce fond de plan-là. Et ils font une analyse socio-spatiale de la ville. Ils disent, en fait, au centre, il y a les classes intermédiaires, et de façon presque symétrique, la classe ouvrière à l'est et la classe aristocratique à l'ouest. Donc, ils dégagent une géographie de la croissance urbaine, ils dégagent ce qu'ils appellent les phases d'agrandissement successifs, que le rapporteur définit comme les couches circulaires, ajoutées les unes aux autres à partir de la cité. C'est donc une sorte de lecture conformiste de l'espace urbain qui servent à penser que les formes actuelles de la ville doivent servir de référence pour le projet à élaborer. Et c'est en ce sens que la commission pense être le plus efficace. En plus, elle mène une analyse des besoins, c'est-à-dire qu'elle tient compte aussi des demandes qui sont faites par les différentes commissions. Vous vous rappelez, dont je vous ai dit qu'elle faisait des pétitions auprès du prince-président, devenu par la suite président de la République, puis empereur. Ce résultat, c'est un plan d'ensemble indiquant les embellissements successifs, donc dans les limites d'un Paris agrandi, et dont la programmation est prévue de la périphérie et de l'intégration des nouveaux territoires. Une quarantaine de percées dans l'ancien Paris et 24 dans le nouveau, un effort manifeste d'équilibre entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, et une position considérable qui est donnée, vous le voyez sur la carte, puisque c'est indiqué en rouge, je vous montre en particulier la gare de Lyon, une position considérable qui est donnée aux gares, considérées comme étant un débouché, mais aussi considérées comme étant une avancée dans le dispositif de distribution de la population vers la périphérie. Les gares ayant été situées par la monarchie de Juillet aux limites du Paris central, du Paris dense, et tous les territoires au-delà des gares est beaucoup plus lâche du point de vue donc de l'urbanisation. Il y a donc beaucoup d'autres aménagements qui sont proposés par la commission Siméon, je vous le disais, et en particulier une extension qui peut nous faire rêver du bois de Monceau qui irait jusqu'à la Seine et qui rejoindrait le bois de Boulogne, donc un immense parc dans l'ouest parisien, intégrant les îles, etc. Comme ça, une vision assez londonienne, disons, de ce que pouvait être le type d'aménagement. Mais en fait, à la même époque, il y a un troisième projet en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que ce troisième projet, il est porté par Haussmann lui-même. Il a été exhumé par un historien américain qui s'appelle David Van Zanten pour un colloque franco-américain qui s'est tenu en 2000 et qui a été organisé par Karen Bowie. Et le titre de ce colloque qui est publié, c'est « La modernité avant Haussmann ». En effet, contrairement à une idée reçue, mais que Haussmann avait lui-même mis en scène, ce n'est pas la cité qui intéresse Haussmann au début des travaux. Ce qui intéresse Haussmann, c'est le quartier qui s'étend des Halles à la Seine, ou plus précisément de la rue de Rivoli au fleuve, nord-sud, et de la place du Châtelet à l'hôtel de ville est-ouest. Le projet est décrit dans la revue municipale de Louis Lazare, qui rapporte son approbation par le conseil municipal le 30 décembre 1853. Vous voyez, on est toujours dans cette même période de l'hiver 53, bien qu'il sera signé par le président du conseil municipal un an après, enfin tout à fait au début janvier, 54. Il est prévu, je cite, « En vue de donner un caractère monumental aux accès de l'hôtel de ville, notamment, l'ouverture dans l'axe de son pavillon central d'une avenue plantée de 2 rangs d'arbres montant à la place du Châtelet. » Donc il s'agit de façon évidente de l'avenue Victoria, qui sera inaugurée lors de la venue de la Reine à l'exposition universelle de 1855. Alors, pourquoi cette avenue prestigieuse? C'est parce qu'elle est censée aller donc, de l'hôtel de ville au Châtelet, parce qu'il est prévu de construire dans le même style architectural. Donc vous voyez ici le vieil hôtel de ville, évidemment celui qui a été incendié. Et cette construction devrait faire face au niveau de la place du Châtelet
à une construction qui est dans le même style et qui serait un hôtel des postes. Un hôtel des postes, ça veut dire mettre en lien direct l'hôtel de ville de Paris avec l'élément de communication le plus moderne qui soit, c'est-à-dire l'hôtel des postes, à l'échelle de l'Empire. Et ce projet est lié à un autre projet qui est celui d'un chemin de fer souterrain qui relierait entre elles toutes les gares de Paris et qui déboucherait aux Halles et se prolongerait jusqu'au Châtelet. Donc, vous voyez cette espèce de préfiguration déjà d'un système de RER, en fait, pas RER, mais en tout cas la gare centrale, située à peu près sur la place du Châtelet comme étant un lieu d'équilibre en fait du positionnement parisien. Donc c'est un projet de très grande envergure. Je vous montre donc ici l'hôtel de ville. Là, c'est la place du Châtelet telle qu'elle pouvait être au tout début donc du 19e siècle. Et vous repérez en particulier cette grosse maison ici, qui est la maison des notaires. Dans le projet haussmannien, dont il ne reste que ce plan d'expropriation que j'ai retrouvé à la BHVP, eh bien, on abat justement cette grosse maison et on construit cet équivalent au bâtiment qui est celui de l'hôtel de ville, cet hôtel des postes censé être prestigieux. Si l'ensemble du projet a été abandonné, on peut supposer que c'est parce que Haussmann a craint de se retrouver trop lié aux grandes compagnies de chemin de fer. Je vous rappelle que les compagnies de chemin de fer sont des compagnies privées et en particulier aux intérêts financiers des grandes compagnies de chemin de fer. Donc le projet a disparu et il en reste la construction de ce quartier neuf que nous verrons tout à l'heure. Donc, que peut-on retenir de ces échecs successifs ou de ces mises à l'écart successives de ces projets? C'est plusieurs points. D'abord, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est l'importance de la question urbaine dans les premiers mois qui suivent le coup d'État et qui mènent donc à la mise en place, je le disais, de commissions qui sont concurrentes. Ce que la discrétion d'Haussmann sur la commission Siméon, par exemple, confirme. Il n'hésite pas à parler, je cite, d'un conseil municipal privé, sinon occulte. Il se réjouit de l'avoir fait disparaître et dit ceci: je n'entendis plus parler de la commission des grands travaux de Paris. Elle mourut d'inanition et son existence éphémère ne laissa ni trace ni regret. Le grand public parisien avait ignoré jusqu'à sa venue au monde. Il n'eut pas à s'émouvoir de son enterrement silencieux. Une façon de liquider le comte Siméon, qui de toute façon fera fortune puisque il va créer donc un certain nombre de très grandes sociétés françaises, en particulier le domaine des eaux. Cette dernière remarque, qui a fait totalement oublier la commission en question, révèle un choix très important de la part de Napoléon III, même si Haussmann se présente souvent comme étant l'unique interprète des volontés de l'empereur. En effet, le choix d'écarter Siméon et de confier à Haussmann la tâche de réalisation de la transformation de Paris ne se limite pas à un simple changement d'homme, mais aussi de méthode et de stratégie. Le fonctionnement de la commission Siméon, l'absence de solutions financières fiables, de solutions techniques, peuvent expliquer son rejet. Mais peut-être plus encore, est-ce le projet de plan d'ensemble conçu d'emblée qui est repoussé. En abandonnant cette solution, Napoléon III valide une toute autre approche qui est beaucoup plus pragmatique. Agir d'une opération sur l'autre, adopter une tactique qui répond à des objectifs multiples, par exemple faire plaisir au soutien du régime, des objectifs administratifs. Vous vous rappelez que les conseillers de la commission Siméon étaient en délicatesse avec la préfecture. Au contraire, Haussmann s'appuie sur le personnel de la préfecture, qu'il a beaucoup réformé. D'ailleurs, un volume entier de ses mémoires porte sur cette réforme qu'il fait de la préfecture. Et il fait venir auprès de lui des hommes de confiance comme Belgrand, Alphand, Barillet-Deschamps, qu'il avait croisé ici et là dans ses postes précédents, et promeut des fonctionnaires parisiens, comme par exemple Mériot ou Deschamps. Donc la solution d'Haussmann, c'est vraiment de profiter de l'expérience de l'administration parisienne. C'est aussi donc une expérience urbaine
une capacité de rebond de l'administration d'une opération à l'autre dans une constante négociation avec les instances administratives, politiques et les enquêtes publiques. Ce que confirme l'analyse faite par une chercheuse italienne qui s'appelle Rosa Tamborino, qui a découvert un plan qui est un plan de la Commission des travaux de l'État et qui est chargé de la conservation des monuments historiques. Et c'est un plan qui date de 1864 et qui est destiné à envisager le percement d'une voie qui pratiquement passerait très 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 près de l'académie. Vous voyez, ça pouvait être un peu dangereux. Donc, toutes ces propositions, toute cette réflexion qui est faite autour du plan, que l'on retrouve, elle a également retrouvé les procès-verbaux de la commission et elle a retrouvé la légende du plan. Et ce qu'elle constate, c'est qu'il y a sans arrêt des ratures sur le plan, il y a des rajouts, il y a des précisions qui sont apportées, tout ça de la main d'Haussmann, ce qui montre bien qu'il a fait indéfiniment évoluer son projet jusqu'à d'ailleurs la non-réalisation en l'occurrence, face donc à la commission qui était la commission d'État chargée de la protection du monument historique. Et ça lui permet de penser que Haussmann est capable de faire sien idées et projets d'origine diverses, antérieures ou contemporaines. C'est ce qui va donc nous permettre de passer à la seconde partie de cette conférence sur la modernisation, sur l'ensemble des travaux, que pour plus de simplicité, je vais reprendre en utilisant la terminologie haussmannienne des réseaux. Il y en a 3, et je vous rappeler que ce terme de réseau est destiné à rationaliser l'ensemble des opérations haussmanniennes. Voilà, donc ce plan est un plan que vous allez voir à plusieurs reprises revenir au cours de cette conférence, qui est donc un plan extrait de l'Atlas des travaux de Paris qui a été mené sous la direction d'Adolphe Alphand, puisque Adolphe Alphand était un personnage extrêmement important de la période haussmannienne, mais qui est resté sous la Troisième République et qui en fait a mené et poursuivi très largement l'œuvre haussmannienne par la suite. Donc vous voyez ici l'ensemble des travaux de voirie, premier, deuxième et troisième réseau, et l'intérêt de cette carte, c'est qu'elle montre Paris en 1870, donc vraiment à la fin de l'Empire. C'est aussi, pour être plus didactique, une carte qui ici vous présente les réseaux de 3 couleurs différentes. Donc le premier réseau de couleur un peu vert jaune, le second en rouge et le troisième en bleu. On va y revenir. Le premier réseau, c'est celui qui est entamé avant l'arrivée d'Haussmann par le préfet Berger et qui est lié à un financement de la ville de Paris qui, en ce temps de reprise économique, donc après la Révolution de 1848, est riche, et en particulier riche des revenus de l'octroi. Et puis, il y a 2 emprunts qui sont faits, l'un en 1852, l'autre en 1855. Enfin, le corps législatif vote une subvention de 60 millions de francs. L'essentiel de ce premier réseau, vous le voyez bien, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette idée de la croisée de Paris. Donc, nord-sud, est-ouest. Alors, sur la rive droite, c'est le boulevard de Strasbourg, le boulevard de Sébastopol. Sur l'île de la Cité, le boulevard du Palais. Et sur la rive gauche, c'est le boulevard Saint-Michel. Et le deuxième bras, c'est bien sûr le réaménagement c'est l'aménagement de la rue de Rivoli. Et au début des travaux, sur la rive gauche, c'est le début de la rue des Écoles. Dans le cadre du premier réseau, la rue des Écoles ensuite sera abandonnée et pour le boulevard Saint-Germain. Vous connaissez bien le boulevard de Sébastopol. Vous voyez bien sur cette photo à quel point il tranche, il se présente comme une tranchée. C'est à noter qu'il se trouve à mi-chemin entre la rue Saint-Denis et la rue Saint-Martin.
Et c'est justement l'intérêt de ces travaux, c'est de se situer donc en arrière des parcelles et non le long des rues, ce qui aurait coûté beaucoup plus cher à la ville, puisqu'elle aurait été obligée d'exproprier des rues qui sont en plein fonctionnement. En passant à l'arrière de ces deux rues, Haussmann tranche dans des fonds de parcelles qui sont forcément beaucoup moins chers. Donc c'est une des particularités qu'il convient de relever de l'opération haussmannienne. Le deuxième bras de la croix, c'est l'aménagement de la rue de Rivoli sur la rive droite. Et comme je vous le disais, sur la rive gauche, c'est la rue des Écoles qui sera abandonnée dès le moment où Haussmann reprendra les choses en main pour le boulevard de Sébastopol. Mais c'est aussi le boulevard Saint-Germain, excuse-moi. Mais c'est aussi donc tout l'aménagement du quartier qui est situé, vous le voyez ici, entre donc l'hôtel de ville et la place du Châtelet, que j'évoquais tout à l'heure. C'est d'une part le dégagement du quartier des Arcis, qui est situé juste derrière l'hôtel de ville, avec la création des deux casernes Napoléon et Lebeau. C'est le prolongement de la rue de Rivoli, qui est un projet déclaré d'utilité publique en 1853. Et c'est la réalisation de cette voie monumentale que donc l'avenue Victoria. Donc là, vous avez une photo qui vous représente la place du Châtelet vue du quai de la Mégisserie. Vous reconnaissez toujours cette grosse maison-là, hein, qui est la maison des notaires et qui donc sera détruite. Voilà. La deuxième, c'est celle qui était tout à l'heure sur la première diapositive, c'est-à-dire le moment où tout est mis par terre, où on voit en fait la tour Saint-Jacques toute seule. Et la troisième, qui est beaucoup plus récente ici, c'est cette tour Saint-Jacques isolée. Vous retrouvez ici, au premier plan, l'avenue Victoria, la place du Châtelet, et en deuxième plan ici, la rue de Rivoli. Donc on voit bien ces paquets d'immeubles qui correspondent à ce que peut être cette perception des îlots haussmanniens et des constructions donc de quartiers neufs avec une homogénéité architecturale qui est imposée au moment de la vente des lots et de surcroît la création de des théâtres sur la place du Châtelet. Donc le théâtre impérial lyrique d'une part et le théâtre du Châtelet d'autre part par Daviou entre 1860 et 1862. C'est aussi l'aménagement des halles. La localisation des halles est en débat depuis les années 1840. La décision de les laisser sur place mais de les reconstruire date de 1851-1852. Il y a un premier projet qui est bâti de Calais Baltard, présenté en 1851, validé en 1852, et qui est un pavillon de pierre. D'ailleurs, les Parisiens l'appelaient le Fort des Halles. Une structure extérieure en pierre portant une charpente métallique qui est donc construite, vous voyez ici. Les travaux sont interrompus à l'arrivée d'Haussmann, en partie parce que il y a eu toute une campagne de presse contre ces bâtiments qui ne plaisaient pas. Donc il y a un deuxième projet qui va être issu d'une demande de Napoléon III, ou du moins c'est ce que raconte Haussmann, puisqu'il raconte que Napoléon III lui a dit « Ce sont de vastes parapluies qu'il me faut, rien de plus ». Alors, en réalité, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, puisque la décision de faire des constructions en fer, verre et briques date un petit peu d'avant, mais ça fait rien. On conserve cette idée des parapluies. Et les pavillons réalisés sont en structure métallique, donc relativement proche de celui qui a été élaboré précédemment, mais avec une façade constituée de simples remplissages de briques, c'est-à-dire renonçant, comme vous le voyez et comme vous le savez, au caractère monumental du premier projet. Voilà pour le premier réseau. Donc vous voyez à la fois un réseau de voies et un réseau aussi qui prévoit des aménagements collectifs, en particulier avec les halles. Je passe au deuxième et au troisième réseau que l'on va traiter en même temps. D'abord, le deuxième, c'est un traité qui se passe entre la ville et le corps législatif en 1858. Et le corps législatif indique à la ville que c'est la dernière fois qu'ils payeront. C'est-à-dire que
les députés, et en particulier les députés provinciaux, font savoir qu'il n'y a aucune raison pour que la province continue à subventionner les travaux parisiens. Donc, une subvention de 50 millions, et c'est à la ville de se débrouiller. Donc, Haussmann va créer une caisse d'amortissement des travaux de Paris, qui est une caisse qui va créer une dette flottante légale et qui est instituée le 14 novembre 1858. Elle va émettre des bons dans les limites qui vont être fixées par, comme les bons du Trésor, dans des limites fixées par le gouvernement. Et l'idée, c'est que elle va pouvoir être rapidement remboursée. Enfin, les bons vont pouvoir rapidement être remboursés grâce à la revente des terrains et en particulier la revente de ce que l'on appelle les délaissés, c'est-à-dire de ceux qui restent au-delà de l'emprise d'une rue et des lots qui sont déterminés de part et d'autre de la rue. Donc les délaissés se vendant très cher devaient permettre en principe d'enrichir la ville. Or, la Cour de cassation et le Conseil d'État vont restreindre ce droit qui était acquis depuis la loi sur le logement insalubre, qui date de 1851, qui était acquis à l'autorité publique en cas de risque d'insalubrité. Alors, cette décision de la loi sur le logement insalubre, elle est extrêmement importante parce que elle n'est pas du tout faite pour aider Haussmann à faire des expropriations, bien évidemment. Mais il a utilisé la loi pour pouvoir exproprier au-delà de la parcelle, puisqu'il suffisait pour l'administration de prouver que toute construction sur ce qui reste de la propriété d'un propriétaire, au-delà de la partie nécessaire à la rue, toute construction risquerait d'être insalubre. Donc, à ce moment-là, la ville a le droit de poursuivre l'expropriation. Donc, on passe comme ça, si vous voulez, d'une expropriation à la parcelle à une expropriation qui va un peu ressembler à ce qu'au XXe siècle, on va appeler l'expropriation par zone. On va pouvoir étendre indéfiniment, enfin, indéfiniment j'exagère, mais on va pouvoir étendre beaucoup ce droit d'expropriation. Donc c'était une faculté considérable qui était donnée à la ville, d'autant plus qu'elle récupérait le terrain et que son but était bien sûr de le revendre très cher. Le Conseil d'État, puis la Cour de cassation, vont condamner cette acquisition par la ville des parcelles hors alignement. Et donc c'est fait en 56 et en 58. Et par conséquent, on va décider que les propriétaires vont rester propriétaires des délaissés, propriétaires des parcelles contiguës, et c'est eux qui vont s'enrichir en construisant au bord de ces voies nouvelles. Donc la plus-value va échapper à la ville et ça va provoquer une des colères les plus célèbres d'Haussmann, puisqu'il va perdre là un des éléments essentiels du financement des travaux. La chose est encore aggravée lorsque la Cour de cassation, en 1861, va imposer une indemnisation des locataires. Ce qui fait donc que vous voyez bien que le financement de la poursuite des travaux va être difficile à trouver. Le troisième réseau en particulier est entièrement à la charge de la ville, qui du coup va faire appel à des sociétés concessionnaires émanant de grandes banques, va faire appel à l'emprunt et va faire appel à l'impôt. Donc, c'est la mise en échec de ce qui était un des arguments essentiels des travaux haussmanniens en 1853, donc au début, qui était le principe défendu par Persigny de ce qu'on appelle les dépenses productives. C'est-à-dire, on dépense de l'argent, mais cette dépense va nous rapporter beaucoup plus. C'est une forme de keynésianisme tout à fait avant l'heure. Et donc, ces dépenses productives, là, ça ne marche plus très bien. Alors, pourquoi je lis ces deux réseaux C'est en partie parce que vous voyez le second en rouge et le troisième en bleu. C'est en partie parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Le rouge est sans doute celui que les spécialistes considèrent comme étant le plus haussmannien. Le bleu, en fait, il est surtout destiné à terminer les opérations qui n'ont pas été achevées précédemment. Le rouge, il est lancé en 1858. Vous vous rappelez, c'est quand le corps législatif va accorder la subvention. Et le bleu, on pense qu'il est à peu près
lancée dans les années 1862. Alors, quelles sont les opérations qui vont être menées? C'est d'abord le dégagement de l'île de la Cité et la réalisation du parvis devant Notre-Dame. Le réaménagement de l'île de la Cité et le dégagement du parvis sont au cœur d'un projet qui a souvent été mal compris de la part des historiens. Pour Jeanne Gaillard, qui a donc fait sa thèse sur Paris dans les années 70 et que j'ai réédité dans les années 80, c'est une opération d'exfusion-transfusion, c'est-à-dire qu'on a en gros rasé la cité pour y insérer de nouvelles administrations. En fait, la reprise de textes contemporains, et en particulier de la revue municipale de Louis Lazare, et une analyse critique des mémoires d'Haussmann conduisent à réinterpréter l'occupation de l'île de la Cité. On se souvient que le premier projet d'Haussmann, c'est pas la Cité, c'est ce quartier de la rive droite. Son dessin, il le rapporte dans ses mémoires, c'est d'une part de renforcer la fonction judiciaire et policière à l'ouest de l'île, c'est-à-dire là où se trouve le palais de justice et là où se trouve la préfecture de police, qui était rue de Jérusalem, donc la précédente préfecture de police qui a brûlé en 71. Et puis la fonction religieuse à l'ouest de l'île, autour donc de Notre-Dame et autour de ce qui était donc le site de l'ancien archevêché qui avait été pillé et incendié par les Parisiens en 1831 et qui avait donné lieu à la création d'un jardin qui est donc le jardin de l'archevêché. Donc, à ce titre, renforcer la fonction judiciaire d'un côté, renforcer la fonction religieuse de l'autre, Haussmann commence par créer le tribunal de commerce en disant qu'il le remet là où il devait être. Et d'ailleurs, c'est le seul cas où il reconnaît la destruction d'une église, qui est l'église Saint-Barthélemy, qui est donc détruite pour la construction du tribunal de commerce. L'église Saint-Barthélemy était désaffectée depuis 1791 et était devenue le Bal du Prado. Donc, c'était plus tout à fait une église. Et puis, il crée aussi la caserne de la garde républicaine en 1863, qui sera terminée en 1867, qui n'abritera la préfecture de police que lorsque l'ancienne préfecture aurait été incendiée, c'est-à-dire en 1871. C'est-à-dire que ce bâtiment n'a jamais été fait pour être la préfecture. Il l'est devenu parce qu'on ne savait pas où mettre la préfecture. Et il va poursuivre à l'est des aménagements en rapport étroit avec la démolition et la reconstruction de l'Hôtel-Dieu. Vous avez là des représentations de l'Hôtel-Dieu qui, vous le voyez, est en partie aussi sur la rive gauche et qui encombre le parvis qui est situé donc devant Notre-Dame. Et il y a d'innombrables projets qui concernent l'Hôtel-Dieu, en particulier depuis le grand incendie de 1772. Donc, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut reconstruire l'Hôtel-Dieu et qu'il faut en tout cas démolir celui qui est là. En revanche, personne n'est d'accord sur sa reconstruction, sur l'endroit où il faut le reconstruire et d'autant qu'il faut respecter les préconisations hygiénistes des médecins de l'époque et en particulier de circulation de l'air. Le projet d'Haussmann était, comme on l'a vu, la sanctuarisation, si j'ose dire, par la reconstruction de l'archevêché et donc ce vaste dégagement en avant de Notre-Dame avec le parvis, sans aller jusqu'à la proposition de Mérimée qui voulait lui aménager un vaste jardin, donc une sorte de green à l'anglaise, dans lequel aurait été Notre-Dame toute seule au milieu d'un grand parc vert. Le maintien donc de l'Hôtel-Dieu dans la cité et son déplacement vers le nord de la cité, alors qu'il était donc situé plutôt au sud, émane donc vers le nord par rapport donc à Notre-Dame, émane donc de la volonté de Napoléon III lui-même. Je cite Haussmann. L'empereur, malgré les objections bruyantes de certains organes autorisés de la science, voulut conserver l'Hôtel-Dieu au centre de la ville, berceau de Paris, à côté, à l'ombre de Notre-Dame, et l'opinion publique était visiblement avec lui. Je dus exproprier et raser l'immonde quartier des Ursins, donc un lotissement du XVIIe siècle.
L'hôpital est inauguré en 1877 et le parvis est progressivement dégagé, donc jusqu'au pied de la garde républicaine, qui devient préfecture en 1900, définitivement en 1909. Là, j'ai 3 illustrations qui vous montrent bien l'ensemble des opérations prises depuis le sommet de la Tour Saint-Jacques. Et d'ailleurs, vous allez voir, ces 3 photos sont tout à fait intéressantes et je tiens à remercier de sa vigilance Frédéric Gimeno du comité d'histoire de la ville de Paris, puisque quand il les a trouvés, il me les a tout de suite signalés. Donc, cette vue panoramique vous présente bien Notre-Dame, je pense qu'il n'y a pas de problème, et vous voyez les quartiers des Ursins qui existent encore. Ici, vous avez la photo, toujours prise du même endroit. Cette fois-ci, on voit bien que le quartier des Ursins n'existe plus. Et la 3e photo vous présente, cette fois-ci, avec la construction de l'Hôtel-Dieu, qui remplit donc cette zone située au nord de la cité. Donc, on peut dire que les travaux ont confirmé le maintien de services publics déjà présents et qui s'étaient progressivement accumulés autour du palais de justice et de Notre-Dame, et que du projet initial d'Haussmann, il est resté surtout le dégagement du parvis, proposant donc une position de recul par rapport à la cathédrale et en même temps d'accessibilité à l'Hôtel-Dieu d'un côté et de dégagement de la garde républicaine que vous voyez ici sur la diapositive. Cette diapositive, pour autant, date d'une époque où vous constatez qu'il y a encore des bâtiments qui sont situés sur le parvis, qui continuent en fait à encombrer très largement l'ensemble, et le parvis ne sera réellement dégagé qu'au tout début du XXe siècle. Cette opération des 2e et 3e réseaux, c'est aussi une opération de décentrement. Donc là, je reviens sur cet atlas, sur le plan de l'atlas, et je pourrais évoquer avec vous la position de l'opéra. Très clairement, l'opéra est situé de façon décentrée par rapport à la croisée de Paris que nous avons vue tout à l'heure. L'idée, c'est d'éviter l'asphyxie et de valoriser les marges pour, je cite, y développer le peuplement. C'est un processus qui a déjà été commencé par la monarchie de Juillet, puisque vous vous rappelez que la monarchie de Juillet a localisé les gares en limite du Paris densément peuplé, et donc en direction d'un Paris qui est encore peu peuplé, encore très peu densément occupé. Donc l'avenue de l'Opéra montre bien cette volonté de décentrer l'ensemble des activités importantes et avec, en la reliant vers l'ouest et vers l'est, avec la rue Lafayette, qui était commencée déjà précédemment, avec même le Grand Est parisien. Le propos est donc lancé relativement tôt, mais il est définitivement confirmé à partir des années 60. Et vous avez là une photo de Marville qui est extrêmement célèbre, qui est la photo du dégagement de la butte des Moulins, donc à peu près à la hauteur de la rue Sainte-Anne, puisqu'il y avait sur l'emplacement actuel de la rue de l'Opéra une colline qui était constituée de tous les déchets parisiens qui avaient été accumulés depuis fort longtemps. Donc ça a retardé évidemment considérablement la création de l'avenue, et non seulement ça l'a retardé, mais ça l'a rendu évidemment beaucoup plus cher. Ici, on la voit pas, l'avenue en question. On voit bien que elle commence ici, elle commence autour de l'Opéra, mais elle n'est pas encore terminée, elle ne le sera que en 1878. C'est aussi, et je l'évoquais plus largement, c'est aussi la mise en relation des quartiers entre eux, et vous le voyez là, avec l'exemple du boulevard qui s'appelait le boulevard du Prince-Eugène, qui est donc le boulevard Voltaire, et qui est bien destiné à mettre en relation la place de la Nation avec ce qui est aujourd'hui la place de la République, donc l'ancienne place du Château d'Eau, qui est totalement redessinée, le but étant de mettre en relation l'Est parisien avec une partie du Nord. Si vous voulez, après avoir travaillé sur le centre de Paris, et ce centre sur la rive droite, on travaille sur les marges et sur le lien des marges avec le centre de Paris. De façon secondaire, vous avez aussi, par exemple ici, la rue de Turbigo, vous voyez, qui est aussi une espèce de diagonale
destinée à relier entre elles les quartiers parisiens, à rompre avec l'échelle des boulevards et à réorganiser l'Est parisien. Si je reviens sur le boulevard Voltaire, vous voyez qu'il contourne, il entoure le faubourg Saint-Antoine, qui n'est pratiquement pas touché, si ce n'est par le prolongement de la rue de Rivoli. Donc c'est intéressant de voir que, en fait, on travaille à une échelle d'un Paris très agrandi par rapport aux structures du Paris précédent. Donc on pourrait trouver d'autres exemples du côté de l'Ouest parisien. Je pourrais vous dire à peu près la même chose, mais je vois que l'heure tourne et je voudrais passer à ma dernière partie. Le deuxième et le troisième réseau sont destinés à conduire l'intégration des territoires annexés, c'est-à-dire de tous les territoires compris entre le mur des fermiers généraux, que vous voyez ici, et les fortifications de Paris, qui datent, elles, des années 1840. Donc, cette annexion, c'est vraiment, à mon sens, la partie la plus essentielle de la création haussmannienne. C'est le doublement de la surface du territoire parisien. C'est l'intégration de... Alors, les évaluations changent entre 300 000 et 500 000 nouveaux habitants. C'est une zone qui est peu urbanisée, à quelques exceptions près, comme par exemple Belleville, qui compte quand même 55 000 habitants, ce qui en fait quand même une ville d'une certaine importance dans la France contemporaine. Et c'est un territoire qui est surtout extrêmement important parce que jusque-là, les Parisiens devaient passer deux portes. Une première porte qui est la porte du mur d'octroi. Donc vous voyez que là c'est à Montmartre, vous voyez que le mur d'octroi n'était pas très haut. Vous voyez aussi que la zone de la Picardie n'était pas très large, ou en tout cas n'était pas respectée, puisqu'on voit bien que les bâtiments de l'autre côté sont assez proches. Et puis, il passait ensuite la poterne, c'est-à-dire la porte qui était située sous les fortifications. Et entre les deux, vous avez une zone franche où il y a, que l'on connaît surtout parce qu'elle accueillait les guinguettes, c'est-à-dire des établissements où on pouvait boire du vin à des tarifs d'octroi qui étaient ceux des communes en question, mais pas ceux de Paris, donc moins chers. Mais c'est aussi une des zones dans lesquelles s'installait l'industrie. Et là, je vous ai présenté cette entreprise Guérin-Bouton, fabrique de chocolat, dépôt de thé, etc. Parce que c'est une industrie florissante du côté de la Villette. On profite à la fois de l'établissement des abattoirs pour récupérer du noir animal. On s'installe les sucreries, les raffineries de sucre, le body, sommier, et puis du coup, on fabrique des confitures, des entreprises de chocolat. Et on profite aussi de la proximité des canaux pour, en l'occurrence de cette entreprise, développer l'ensachage du thé. Donc, ce qui va nous importer, c'est de voir comment s'est fait donc l'annexion et comment ont été menées ces opérations et ces épisodes de l'annexion. La première remarque que je peux faire à ce propos, c'est d'abord que tout le monde était opposé à l'annexion. Il y a des commissions qui sont réunies à partir de 54 et une en particulier en 56 qui réunit des hauts responsables de la vie parisienne, comme le président du conseil municipal, et puis des ministres, etc. Et tout le monde donne un refus catégorique à la perspective de l'annexion, d'autant qu'Haussmann propose d'annexer au début uniquement à l'ouest de Paris, en indiquant que pour le retour de la promenade au bois, être obligé de passer tant de temps à la barrière de l'Étoile, c'est pas possible. Donc il a immédiatement des protestations extrêmement vives de tous ces hauts représentants du régime qui disent mais il est inadmissible de ne penser qu'aux gens de l'Ouest et pas aux gens de l'Est. Donc, etc. Ce qui fait qu'il amène la commission à se dire qu'il faudra peut-être annexer tout le territoire situé autour donc de Paris. Donc ça vous montre un peu les méthodes haussmanniennes. Hein. C'est aussi, il amène aussi des gens qui lui sont hostiles à finir par penser comme lui. Mais la commission se termine par un refus catégorique et les gens le connaissent bien car ils exigent que les papiers de cette commission soient publiés et si nous les possédons, c'est justement parce qu'ils n'ont pas été, comme ils étaient publiés, ils étaient à l'extérieur de la préfecture et ils n'ont pas brûlé. Et on les a récupérés.
Mais le processus est quand même lancé à partir donc de l'événement majeur qui est le décret du 16 février 1859, dont vous voyez ici le tableau, la représentation. Vous voyez Napoléon III, vous voyez qu'Haussmann est représenté en fléchissant le genou, parce que Haussmann était extrêmement grand. Napoléon III n'était pas petit, mais il n'était pas très grand. Donc il n'était pas possible de montrer quand même Haussmann beaucoup plus grand. Donc il fléchit le genou. Voilà, vous voyez là. Et puis vous remarquez ce personnage qui est là, qui est celui qui tient le maroquin rouge, qui est donc le ministre qui va, ministre de l'Intérieur, qui va promouvoir ce décret de 1859 et qui, comme par hasard, est le président du conseil municipal qui a refusé l'annexion l'année précédente. Donc en fait, on lui a promis un poste au Sénat et donc il a accepté l'idée et il devient un grand défenseur de l'annexion. Donc il y a dans ce projet un ensemble d'enquêtes publiques qui sont faites dans toutes les mairies des communes, des territoires en question. Et ces travaux des enquêtes publiques ont été largement étudiés par Nathalie Montel et publiés en 2012. Et on constate que sur 8 communes sur 17 de l'arrondissement de Saint-Denis, 316 déclarations ont été enregistrées, dont 43 sont favorables, mais 197 sont opposées au projet. Et l'opposition, elle vient de la commune de la Villette, vous vous rappelez, celle où il y a l'industrie. Je vous ai montré la publicité de l'entreprise. Et vraisemblablement, les entrepreneurs ont envoyé leurs ouvriers remplir l'enquête publique pour expliquer qu'il fallait que l'octroi reste en fait en deçà pour éviter d'avoir à payer un octroi parisien dans cette commune. L'autre protestation vient de Bercy, mais pour la même raison, puisque Bercy, c'était l'entrepôt des vins. Donc là aussi, éviter d'avoir trop de droits à payer. Ce qui fait qu'il y a un très grand nombre de concessions qui vont être acceptées par Haussmann dans le cadre de cette loi d'annexion. Et en particulier de concessions qui vont être faites aux industriels. On va repousser l'octroi de 7 ans pour leur permettre de s'adapter donc à l'intégration des communes industrielles dans l'ensemble parisien. Et là, ça a été étudié de façon très intéressante. Ce n'est pas donc la prise en compte des dires de l'enquête, c'est la pression qui a été exercée par les milieux donc d'affaires sur le Conseil d'État, puisque dans le cadre de la constitution de l'Empire, c'est le Conseil d'État qui rédige la loi. Donc en fait, plutôt que d'essayer de passer par des élus, etc., la pression a été faite sur le conseiller d'État pour qu'ils obtiennent ce report de 7 ans sur les droits d'octroi. Ce qui fait qu'Haussmann n'a pas exactement eu ce qu'il voulait. Donc voilà ici la carte de l'annexion. Vous reconnaissez donc le territoire des 12 arrondissements, qui est compris à l'intérieur de l'enceinte bleue. À l'intérieur de l'enceinte rouge, vous voyez le territoire donc compris à l'intérieur des fortifications. Et vous voyez en différentes couleurs les différentes communes. Et ce qui est intéressant à noter, si vous voyez, mais je ne suis pas sûre que vous arrivez à dire, c'est qu'il y a une inversion de l'escargot. C'est-à-dire que le 16e est à l'est et le 20e est à l'ouest. Donc il y a... en fait, on a essayé de mettre l'escargot dans un sens et dans l'autre. Et dans l'imaginaire parisien, je trouve ça intéressant de voir que le 20e aurait pu être le 16e et inversement. Et alors, c'est l'annexion d'Auteuil, Passy, les Batignolles, Montmartre, La Chapelle, La Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard, Grenelle, ainsi que des portions de communes, comme vous le voyez sur la carte qui est là. Le contexte n'est certainement pas une opposition au projet gouvernemental, mais les concessions ont été faites aux milieux patronaux, je vous le disais, et surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est que Haussmann aurait voulu annexer, puisque vous voyez que là le trait est assez large, il voulait annexer ce qu'on appelle la zone non aedificandi, au-delà des fortifications, afin de donner la possibilité à la ville de maîtriser ces territoires, puisque sous la monarchie de Juillet, on a construit les fortifications, mais on n'a pas exproprié les gens qui étaient dans la zone non aedificandi. Or, vous savez bien que Paris a traîné cette histoire de la zone
avec les zonards, les zoniers, etc., jusqu'à la période de Vichy, puisque c'est en fait Vichy qui a définitivement fait partir les habitants de la zone. Donc là, c'est la haine que suscitait Haussmann auprès d'un certain nombre de ses collègues, et en particulier auprès du président du Conseil d'État, qui explique qu'il n'ait pas pu obtenir, l'empereur n'était pas là, il faisait la guerre en Italie, donc il n'a pas eu le soutien de l'empereur, et il était furieux, il le dit évidemment dans ses mémoires. Mais cela vous montre aussi que les territoires annexés, les agglomérations, qui étaient considérés au départ comme étant de véritables parasites, je cite Haussmann, des véritables parasites qui vivent de la vie des villes sans en supporter les charges, ce qu'il dit non pas dans ses mémoires, parce qu'il est beaucoup trop prudent, il le dit dans un discours qu'il fait au Conseil général par ailleurs, et donc de véritables parasites, elles sont devenues quelque chose d'essentiel à Paris et à Paris-Centre. Donc cette inversion des images me paraît un élément tout à fait intéressant à relever, et il est aussi intéressant de relever que dans ses mémoires, Haussmann ne parle pas tellement de cette question de l'annexion, vraisemblablement parce que, comme je vous le disais, il a avalé pas mal de couleurs. C'est aussi, et ce sera notre dernier point, c'est aussi de faire de la ville dans ces territoires annexés. Vous avez toujours ce magnifique plan que je reprends là. Vous constatez cette fois-ci tout le développement des nouvelles voies qui vont être faites dans les arrondissements périphériques, et en particulier, vous voyez cette grande voie qui tourne en fait tout autour de Paris, hein, et qui commence à l'est en étant la rue des Pyrénées, qui s'appelait donc l'avenue de Puebla, qui est aujourd'hui la rue des Pyrénées, et qui tourne autour de Paris et qui se termine par l'avenue Mozart dans l'ouest. Donc c'est vraiment un autre système de voies qui cette fois-ci c'est un système en radial et en rocade pour essayer toujours de maintenir l'unité de la ville. C'est aussi l'idée de changer les noms des rues. En effet, il se trouve que, puisqu'on réunit des communes, si on veut rester dans le politiquement correct Second Empire, on n'annexe pas, ou alors on annexe des territoires, mais on unifie les communes. Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux. Et donc, si on réunifie les communes, on se trouve avec un patrimoine de noms de rues qui sont tous les mêmes. Donc, on constate qu'il y a 18 places de l'église, 7 places de la mairie, 16 rue Marie, 16 rue Notre-Dame, 18 rue des Champs, des Vignes, des Moulins, plus toutes les grandes batailles et les rues de Saint. En plus, dans Paris-Centre, donc dans le Paris des 12 arrondissements, les noms des rues se sont souvent beaucoup complexifiés par l'ajout de basses, hautes, etc. Donc, il va y avoir une commission qui va être nommée le 25 juin 1860 et qui va être chargée de réorganiser complètement l'ensemble des noms de rues de Paris, ce qu'on appelle les eudonymes. C'est-à-dire à la fois créer un référentiel commun pour que tous les Parisiens se retrouvent partout où ils sont, et un registre identique à l'échelle de l'agglomération dans une vision qui est complètement surplombante. Donc c'est pour ça que je lis tout à fait cette mesure, qui est une mesure de gestion administrative, à l'ensemble du projet haussmannien. Et c'est pas un détail, hein. Vous voyez ici ce qui est fait donc à la fois en périphérie et dans le centre de Paris. On va regrouper les rues entre elles en donnant un seul nom, et on va changer les noms des rues. Ce n'est pas un détail, puisque pratiquement un tiers des rues vont réellement être modifiées et que nous avons hérité de ce tiers en question. Donc c'est considérable comme opération de rénovation et de reprise. C'est aussi aménager les arrondissements parisiens, et en particulier par la création des nouvelles mairies, et donner à ces nouveaux arrondissements donc des équipements qui sont des équipements de qualité, et en particulier, vous voyez ici la construction des mairies. Là, c'est donc la mairie du 19e arrondissement, faite par Gabriel Davio et Désiré Bourdet, qui est terminée en 1879, mais qui est dans l'inspiration des châteaux d'hôtels particuliers, en se disant que le parc de l'hôtel, eh bien, c'est le parc de Buttes-Chaumont.
Vous voyez toute l'ambition qu'il y a autour de cette construction. Et en bas, vous avez la photo de la mairie du 20e arrondissement, donc place Gambetta, qui est extrêmement intéressante aussi parce qu'il s'agit là de situer le nouveau quartier de Belleville, qui pour le coup est installé là où il n'y avait rien, quand il y avait des champs et des vergers, et donc presque à la sortie du Père-Lachaise. Et on va refaire comme l'île de la Cité, c'est-à-dire qu'on va faire la mairie, on va mettre un hôpital, on va resituer autour d'une place, on va exactement recomposer ce qui fait en fait l'essentiel d'une ville avec l'hôpital Tenon et le sport. Et dans le contexte donc de l'annexion, c'est une forme de décentralisation administrative, puisque le préfet de Paris, le préfet de la Seine, qui fait fonction de maire de Paris, va déléguer une partie de ses fonctions dans ces différentes mairies, dans les mairies des 20 arrondissements maintenant, en particulier en termes d'état civil, de recrutement militaire, de tenue des listes électorales, et à partir de 1882 vont s'y ajouter l'enseignement primaire et l'assistance. Autre exemple des équipements, eh bien, vous voyez une caserne de pompiers. J'ai mis en bas l'hôpital Tenon et à droite donc l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Alors, toutes les églises parisiennes construites à ce moment-là sont toutes d'un style différent. Donc, il s'agit de rappeler toute la construction traditionnelle des églises françaises. Mais évidemment, en dessous, c'est du fer. Hein. Elles sont des armatures en fer qui, d'ailleurs, soit dit en passant, vieillissent très mal. Et l'idée, en fait, du Second Empire, au Second Empire, c'est le moment où l'alliance entre l'État et l'Église est sans doute le plus fort de tout le XIXe siècle. Et c'est surtout le moment où, en fait, Paris devient la capitale religieuse de la France, du fait justement de cet accord et de cette application stricte du concordat entre l'État et l'Église. Or, la grande idée des religieux au XIXe siècle, c'est que si Paris est une ville si déchristianisée, puisqu'il n'y a que 12% de messalisants, donc de gens qui vont à la messe le dimanche, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'églises. Donc il y a un énorme programme de construction d'églises pour pouvoir justement là aussi. Donc ça rentre tout à fait dans cet aménagement général au même titre que les mairies, les écoles ou les hôpitaux que j'ai pu évoquer avec vous tout à l'heure. C'est aussi un ensemble de parcs et parc des Buttes-Chaumont, donc dans l'Est parisien, parc Montsouris dans le Sud parisien, sans compter donc le réaménagement du parc des Tuileries et du parc de Luxembourg. Et c'est enfin construire la ville, construire des immeubles haussmanniens qui vont être, qu'on appelle haussmanniens, mais qui sont largement construits jusqu'à la guerre de 1914. Et j'ai mis ici les exemples du 16e et du 17e arrondissement, parce qu'il y a une chose évidente, c'est que c'est vers l'ouest, c'est-à-dire vers les territoires annexés de l'ouest, qu'il y aura le plus grand nombre de constructions et d'immeubles. Vers l'ouest, et un ouest qui est souvent très proche. La plupart des belles avenues du 7e arrondissement ont été construites sur des endroits où il y avait des maisons de plaisance. Hein. Donc un ouest relativement proche, de telle sorte que cette vague considérable de lotissement bourgeois va permettre à Bernard Rouleau d'évoquer ce qu'il appelle la conquête de l'Ouest. La conquête de l'Ouest. Vous retrouvez ce qu'on voit bien sur la diapositive du haut, ce qu'on appelle l'immeuble contraint, inscrit dans une parcelle et à l'alignement des autres immeubles. Vous retrouvez dans l'immeuble du bas cette obligation de coller à la parcelle, d'où cette espèce d'arrondi en tête de l'immeuble, et ici les règles parfaites de l'haussmannisme, c'est-à-dire le prospect, la hauteur de la façade et cette ligne de fuite qui est représentée non pas vraiment forcément par les balcons, mais qui est représentée par la hauteur de la corniche qui suit l'ensemble du bâtiment. En conclusion, le Paris d'Haussmann, entendu au sens large de la modernisation ou de la transformation de Paris, se poursuit, comme on l'a dit, jusqu'au début du XXe siècle. Je rappelle qu'en 1906, la moitié des maisons de Paris ont été construites depuis 1870.
On peut ainsi suivre la démonstration de Jules Simon en mai 1882 dans le Gaulois, rappelant l'intérêt que les républicains ont pris à la lecture des billets de Jules Ferry, vous vous rappelez, regroupés dans les contes fantastiques d'Haussmann. Voilà ce que dit Jules Simon. Peu nous importe aujourd'hui que les contes de M. Haussmann aient été fantastiques. Il avait entrepris de faire de Paris une ville magnifique et il y a complètement réussi. Pour autant, il reste des zones d'ombre persistantes dans ce Paris agrandi. Tout d'abord, le problème de l'industrie. Paris reste une très grande ville industrielle, à la fois de la grande industrie dans les quartiers périphériques, mais aussi au centre de Paris, et surtout de la petite industrie, et là, réellement, partout dans Paris. De telle sorte que Paris est une ville extraordinairement polluée au début du XXe siècle, d'une pollution qui est une pollution industrielle. Deuxième élément, c'est l'insuffisance du logement populaire, ou plus exactement, l'insuffisante relation entre l'offre importante de logements bourgeois et la réalité de la demande. Et c'est cette inadéquation entre une demande de logement et une offre excessive de logements bourgeois qui va créer une situation de déséquilibre telle qu'on va assister à des situations tout à fait dramatiques du logement populaire, dont on peut constater un renchérissement des loyers considérable, alors que, paradoxalement, les logements bourgeois, étant trop nombreux, eux, ne sont pas si chers. Troisième remarque, c'est la lenteur des équipements de l'Est parisien. Ça, je pense que les habitants de l'Est ne cesseront de le rappeler. Et en particulier en termes de transport et de transport en commun, Paris reste jusqu'à l'installation du métro une ville dans laquelle on se déplace à pied. Et enfin, dernier point, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres, j'évoquerai l'absence de relation entre Paris agrandi et sa banlieue, puisque la banlieue se développe considérablement pendant la même période et qu'il n'y a aucune relation établie entre Paris-Centre, Paris même et sa banlieue, et que là, c'est une vraie question posée par le XXe, voire le XXIe siècle.